Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une urgence vétérinaire fréquente au beau jour qui est ce qu'on appelle le chat parachute. Alors le chat parachute, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'au beau jour on a tendance à plus ouvrir ses fenêtres, à permettre à l'animal d'aller sur le balcon et malheureusement on peut avoir nos chats qui sont tentés par cet extérieur et qui peuvent sauter. Alors le fait d'avoir un balcon, le fait d'avoir une fenêtre, c'est quelque chose de très attrayant en fait pour l'animal et c'est vraiment en fait un moyen d'enrichissement, donc c'est dommage en fait de le priver de ça. Seulement il faut savoir que si votre fenêtre ou votre balcon n'est pas sécurisé et surtout si vous avez un jeune chat, vous avez beaucoup plus de risques que ce dernier ait envie de poursuivre un petit peu plus l'exploration et saute. Dans ces cas-là, on dit souvent que soit l'animal n'a pas chuté de très haut et dans ce cas-là il a le temps de se retourner, donc ça c'est vrai, mais le problème c'est qu'en fait si la distance est vraiment très courte, l'animal n'a pas forcément le temps de se retourner et donc peut tomber sur le côté ou sur la colonne vertébrale. Effectivement si vous êtes un petit peu plus en hauteur, il va avoir ce système en fait de retournement et donc en général quand il y a un retournement complet, on a d'abord une absorption par les pattes arrière, ensuite par les pattes avant et malheureusement si les quatre pattes n'ont pas suffi à compenser en fait la chute, on peut avoir après la tête et le reste du corps en fait qui rattrape la chute. Il faut savoir que au-delà du 3e étage, ça devient quand même vraiment compliqué parce que là on est vraiment à une certaine distance du sol et donc même si l'animal a le temps de se retourner, vous avez une vitesse qui accompagne la chute de l'animal qui fait que vous pouvez vraiment avoir des lésions. Et de la même manière, on peut se rendre compte qu'on a certaines blessures qui peuvent paraître impressionnantes mais qui vont être sans gravité en fait sur le pronostic vital de l'animal et à l'inverse parfois des lésions qui ne sont pas visibles, qui sont internes et un pronostic vital qui peut être engagé. Si jamais vous constatez que votre animal en fait est en bas, il faut le prendre avec précaution, donc mettez-le dans une cage de transport ou enveloppez-le dans une serviette et il faut le conduire chez votre vétérinaire. En effet, on peut avoir des animaux qui ne présentent pas de lésions à l'extérieur mais pour autant qui sont choqués et qui peuvent avoir des lésions internes. Alors du coup, que va faire votre vétérinaire lorsque vous amenez ce chat parachute? Tout d'abord en fait, il va voir en fonction de la gravité du cas. On a des chats qui peuvent avoir du mal à s'oxygéner, on peut avoir ce qu'on appelle des pneumothorax, des côtes cassées, etc. qui font que l'animal peut avoir du mal à respirer, donc il va le mettre dans ce qu'on appelle une cage à oxygène et puis il va le perfuser parce que on peut avoir des problèmes de circulation et donc il faut absolument récupérer en fait la volémie et éviter ce système d'hypovolémie. Par la suite, si jamais on a besoin de faire des sutures ou si jamais on a des pattes qui sont cassées, on va procéder à des examens complémentaires, mais dans un second temps, le premier temps c'est vraiment de stabiliser l'animal qui est en état de choc. Au niveau des examens complémentaires, donc on peut avoir votre vétérinaire qui peut faire des radiographies ou des échographies parce que c'est vrai que quand on a une chute, on pense tout de suite à une patte qui serait cassée ou une fracture de côte ou ce genre de choses, mais on peut avoir ce qu'on appelle une rupture vésicale et à ce moment-là, c'est la vessie qui était pleine et qui pendant le choc en fait s'est ouverte et ça vous ne pouvez pas le voir en fait sur le coup. Votre animal peut être hospitalisé. Au niveau du pronostic vital en fait, on considère que si votre animal survit au-delà de 24 à 48 heures, il a de bonnes chances de survie et de guérison et puis tout dépend on va dire du choc à l'entrée de l'animal lorsque votre vétérinaire va l'examiner. Ce qui est très important, c'est de pouvoir sécuriser votre appartement pour éviter ce système de chat parachute. Comme je vous l'ai dit, le but n'est pas d'empêcher votre animal de pouvoir aller auprès de la fenêtre ou du balcon parce que c'est très important pour son bien-être. Il a vraiment besoin de voir un petit peu ce qui se passe. C'est un enrichissement pour lui, donc surtout ne le privez pas de ça. Il y a des solutions simples qui existent. Pour moins de 10 €, 20 € sur internet, vous trouvez des filets que vous pouvez installer vous-même ou faire installer par des sociétés qui peuvent se déplacer et vous installer des systèmes de filets. Et pour les fenêtres, que ce soit des fenêtres qui s'ouvrent complètement ou des fenêtres battantes qui s'ouvrent un tout petit peu, vous avez des petits systèmes pareil pour moins de 10 ou 20 € sur internet que vous pouvez mettre directement sur votre petite fenêtre.
Et après, ce n'est pas parce que votre chat n'a jamais sauté qu'il ne peut pas sauter, même si effectivement le chat, on va dire, en prenant en maturité, en grandissant, a quand même moins de chances s'il n'a jamais sauté de sauter par la suite, mais ça reste toujours possible. Une idée reçue aussi est que votre chat qui a sauté une fois ne va pas ressauter. Eh bien non, malheureusement, on se rend compte qu'en clinique, on a souvent le même chat qui chute une fois, deux fois, trois fois, sauf que les lésions sont de plus en plus importantes et jusqu'au moment en fait où malheureusement ça se passe vraiment mal. Donc faites bien attention à tout ça. Et enfin, attention pour les animaux qui ne sont pas stérilisés, on peut avoir aussi tout un tas de choses que nous on ne voit pas ou qu'on n'entend pas, mais qui est très intéressant pour votre animal et qui peut faire que lui a envie d'aller à l'extérieur. Un autre risque en fait qui arrive au moment des beaux jours, c'est le coup de chaleur, le coup de chaud. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça peut concerner les chiens, ça peut concerner les chats. Donc déjà il faut comprendre en fait que le chien et le chat n'ont pas le même système de thermorégulation que nous. C'est-à-dire que nous, pour nous thermoréguler, nous transpirons, ce qui n'est pas possible en fait chez le chien et le chat. Les seules glandes sudoripares, donc ce qui permet de faire cette évaporation, est situé au niveau des coussinets. Et donc en fait l'animal, pour se thermoréguler, donc pour faire baisser sa température corporelle quand à l'extérieur celle-ci est très importante, c'est d'halter. Donc on va avoir l'animal qui respire vite, et ce qui lui permet de faire baisser en fait sa température corporelle. Si la température est trop importante en fait à l'extérieur, on se rend compte que ce système ne fonctionne plus suffisamment et la température corporelle de l'animal va augmenter. Il faut savoir que la température corporelle d'un animal, ça va de 38 jusqu'à 39,2. À partir de 39,3, on considère qu'il a de la température, et après ça peut monter très très vite. C'est comme pour nous en fait. Dès que l'animal arrive au-delà de 40 degrés, c'est très très chaud, et donc 41, voire pour pas dire 42 degrés, réellement on peut avoir des lésions internes qui sont importantes et qui peuvent être irréversibles. On a l'exemple qui nous vient tous en tête, qui est bien évidemment dans la voiture. Et pourquoi je vous en parle dès maintenant? Parce que je pense que quand c'est l'été et quand il fait 30 degrés, qu'on rentre dans sa voiture, on sait que c'est un four et on ne va pas se laisser son animal dedans. Pour autant, quand il fait 20 degrés à l'extérieur, on ne se dit pas forcément que la température monte à l'intérieur de la voiture. Pour autant, elle monte, et elle monte vite. En 20 minutes, en fait, avec une température extérieure à 20 degrés, on a déjà très rapidement 35 degrés à l'intérieur. S'il fait 25 en 20 minutes, on monte rapidement à 35 degrés, et si on a 30 degrés, on monte assez vite aussi à 45 degrés. Donc on se rend compte que l'animal est dans un vase clos, et donc lui il essaye d'hyperventiler et de halter pour essayer de faire baisser sa température corporelle. Manque de peau, l'air est chaud à l'intérieur, et donc ça n'arrange rien. On parle beaucoup de cette voiture, mais on a tout un tas de cas où on n'a pas forcément besoin d'une voiture pour qu'il y ait un coup de chaleur. Les animaux, et notamment les chiens, peuvent également avoir des coups de chaleur à l'extérieur lorsqu'ils font de l'activité. Donc ça peut être de l'agility, ça peut être je suis sur la plage et je lance la balle et mon chien court, et on se dit que comme il court, il n'a pas chaud et qu'il va se réguler et qu'il ira se mettre à l'ombre quand il aura trop chaud, sauf qu'en fait non, malheureusement le chien n'a pas forcément ce réflexe-là, et en attendant sa température grimpe. Il faut savoir qu'à l'intérieur, vous avez des lésions organiques qui sont présentes, et donc c'est pour cette raison que même si votre animal en fait passe ce coup de chaud ou semble aller mieux, pendant les jours qui suivent, vous pouvez encore avoir des lésions internes que vous n'avez pas forcément vues et qui peuvent mener en fait au décès de l'animal. En général, on a un animal qui halète très fort, qui respire très fort, on peut avoir un animal qui bave. Voilà, donc il faut penser tout de suite coup de chaud, et très rapidement l'emmener chez son vétérinaire. Mais avant de l'emmener chez son vétérinaire, on refroidit l'animal, c'est très important. On dit qu'on le refroidit progressivement, c'est-à-dire vous ne le jetez pas dans un bac avec plein de glaçons, parce que ça pourrait avoir l'effet inverse, mais il faut absolument le doucher, le mouiller pour évacuer en fait la chaleur en fait qui est présente. Chez votre vétérinaire, il va le prendre en charge, donc il va le mettre sous perfusion, il va le mettre sous cage
drainage à oxygène en fait s'il a du mal à respirer, mais surtout il va essayer de le refroidir et puis il peut faire tout un tas d'injections en fait pour essayer de lutter contre ce phénomène de coup de chaud. Il faut savoir qu'à l'intérieur de votre animal, quand c'est un coup de chaud, c'est comme au sens littéral, les organes cuisent en fait, et donc vous pouvez avoir des lésions au niveau du foie, au niveau rénal, des insuffisances rénales qui se déclenchent après, et vous pouvez avoir également ce qu'on appelle une coagulation intravasculaire disséminée, donc, des problèmes d'hémorragie en fait qui se passent à l'intérieur de votre animal et qui sont liés en fait à ce problème de coup de chaleur. Si votre animal atteint les 42 degrés, vous avez quand même un pronostic vital qui est fortement engagé. Si vous ne l'amenez pas très vite chez votre vétérinaire, on n'est pas sûr de pouvoir le sauver, et quand bien même vous foncez chez votre vétérinaire, on n'est pas sûr non plus de pouvoir le sauver. Il faut intervenir très très tôt, mais le plus important quand vous constatez ce coup de chaud, c'est de mouiller votre animal avant de l'emmener chez votre vétérinaire. Bien évidemment, on ne laisse pas son animal dans la voiture, mais on a également des profils d'animaux qui sont inadaptés quand il fait chaud. Alors on pense aux chiens brachycéphales, donc ceux qui ont les nez écrasés, type bulldog, etc. Qui de par leur morphologie ont du mal à respirer en fait, et peuvent très rapidement en fait avoir une obstruction en fait au niveau laryngé pour pouvoir respirer. On a également toutes les races qui sont toutes poilues, voilà, comme les Terre-Neuve, etc. et qui du coup en plein cagnard forcément peuvent avoir des difficultés en fait pour se thermoréguler. Les animaux même très dynamiques qui ne vont pas s'arrêter en fait lors d'un jeu et qui sont également explosés en plein soleil. Et puis on y pense moins, mais les jeunes animaux, les vieux animaux sont plus prédisposés en fait à faire des coups de chaleur parce qu'ils vont moins bien se thermoréguler. Et puis les animaux atteints de certaines pathologies également vont être plus sensibles à ce type de couche de chaleur. Donc c'est vraiment une urgence vitale et il faut faire très très attention et surtout y penser. Un autre danger que l'on peut retrouver pour nos animaux domestiques au printemps, ce sont les chenilles processionnaires. Vous en avez peut-être entendu parler, elles portent d'ailleurs un joli nom, elles s'appellent Tometopoea et elles ont des poils en fait qui sont urticants, qui peuvent être très dangereux en fait pour votre chien ou même pour votre chat. Donc la principale chenille que l'on retrouve et qui est dangereuse est la chenille que l'on retrouve au niveau du pin. Elle forme des cocons au niveau du pin pendant l'hiver, et donc dès que les températures remontent un petit peu et passent au-delà de 10 degrés, on va avoir les chenilles qui vont sortir et qui vont former ces processions. Donc elles descendent de l'arbre, elles font comme des petits wagons et un petit train, et c'est là qu'est le risque, puisque votre animal peut voilà, en explorant en fait ces chenilles, s'envenimer. Donc on parle bien d'envenimation, un petit peu comme si on était mordu par un serpent, parce que au niveau de ces chenilles, on va avoir des soies, donc des grands poils en fait qui ne sont pas forcément méchants, mais on a plein de petits poils qui sont appelés des miroirs, qui sont comme des petits harpons qui vont se mettre en fait dans la peau de l'animal en fait qui viendrait essayer d'attraper en fait ces chenilles, et elles vont se bloquer. Et le gros risque en fait, c'est quand ces miroirs, donc ces poils, se cassent, donc si l'animal se gratte, parce que là on libère en fait des toxines, et ces toxines en fait peuvent faire une réaction allergique grave au niveau de votre animal. Alors ça concerne 90% des chiens, on a très peu de chats qui sont concernés, mais on peut quand même avoir des envenimations en fait avec les chats. Les chiens sont plus concernés parce que forcément ils ont un comportement buccal, exploratoire qui est beaucoup plus fort en fait que le chat. Et donc il faut faire très attention si vous repérez ces chenilles ou si vous voyez des cocons en fait lors de vos balades, à ne pas vous en approcher, ou en tout cas essayer de retenir peut-être votre animal sur ce parcours pour éviter en fait qu'il aille se mettre sur ces chenilles. Il faut savoir qu'au niveau des régions géographiques, on a presque les 2/3 de la France en fait qui peuvent être concernés en fait par ces chenilles processionnaires. Donc c'est pas parce que vous êtes un petit peu dans le nord que ça ne vous concerne pas, ça peut également vous arriver. On en a également en Île-de-France. On a une réaction allergique forte en fait qui se produit alors majoritairement au niveau de la gueule, puisque c'est principalement là que l'animal en fait va attraper la chenille, et donc on va avoir ce qu'on appelle une glossite, c'est-à-dire une inflammation de la langue qui peut s'accompagner d'un œdème de la face,
et d'un œdème au niveau des voies respiratoires, et c'est pour ça que c'est aussi dangereux, c'est parce que l'animal en fait peut par la suite avoir des difficultés respiratoires. Donc c'est pour ça que c'est très important en fait quand vous êtes face à ça, de prendre la mesure du danger en fait que cela représente et de vous rendre en fait chez votre vétérinaire. Il faut savoir que associé à ce problème d'œdème, on peut avoir également une nécrose de la langue. Donc une nécrose de la langue, ça veut dire qu'en fait eh bien, le tissu est mort, et donc on peut même avoir des bouts de langue en fait qui peuvent par la suite voilà, complètement nécroser et tomber. Et au niveau de cette inflammation des voies respiratoires, on peut parfois nous être amené à réaliser ce qu'on appelle des trachéotomies pour essayer de redonner en fait du souffle en fait à l'animal qui a du coup un œdème qui l'empêche de respirer. Donc les lésions peuvent être multiples, mais elles sont toujours graves, même si voilà, les cas ne sont pas toujours mortels, hein. Vous allez avoir un animal en fait qui a un œdème de la face, donc qui gonfle, souvent avec une langue qui est sortie. On peut avoir un animal qui bave, et donc vous pouvez ne pas voir en fait directement les chenilles, mais pour autant vous constatez que votre animal se met à gonfler, a des choses au niveau de la langue, etc. Dans ces cas-là, surtout, il ne faut pas toucher, essayer de toucher en fait votre animal sans protection, puisque vous pourriez vous aussi subir cette envenimation en fait des chenilles. Donc surtout bien mettre des gants, des lunettes, essayer de mettre une blouse, puisque ces poils en fait s'ils volent peuvent également atterrir sur vous. Et donc ce qu'on vous conseille en fait sur un chien qui aurait attrapé en fait des chenilles processionnaires au niveau de la gueule, c'est d'essayer de rincer la gueule très rapidement. Une fois que vous avez rincé la gueule, si on en a beaucoup autour du poil, etc., on peut essayer éventuellement de tamponner avec une compresse humide, etc. Et surtout, vous l'emmenez vite en fait chez votre vétérinaire pour que lui puisse rapidement en fait faire des injections. Alors en général, ce sont des injections de corticoïdes, d'antihistaminiques en fait, qui vont permettre de lutter en fait contre ce phénomène et ce choc en quelque sorte allergique. Alors maintenant qu'on vous a expliqué ces trois dangers, j'espère que vous serez plus vigilant à l'environnement de votre animal, que ce soit à la maison, pouvoir sécuriser en fait vos fenêtres et vos balcons pour vos chats, mais également lors de vos balades et de vos promenades, être attention à un animal qui resterait trop longtemps au soleil, on ne le met pas dans sa voiture, on ne laisse pas sa voiture au soleil. Et puis enfin, pour ces chenilles processionnaires, apprenez à regarder lorsque vous vous baladez votre environnement, que ce soit au sol ou que ce soit en l'air, pour être certain de ne pas être dans une zone en fait qui serait à risque pour votre animal.